Je suis technicien en communication sur une plateforme d'observation autonome. En substance, je surveille une zone inhabitée de l'Atlantique Nord. Mon travail consiste à surveiller un réseau de balises de navigation et météorologique. Jour après jour, j'examine les flux de données, température de l'eau, vitesse du vent, hauteur des vagues. C'est un travail monotone, en totale isolation, où le seul événement notable peut être une panne de matériel ou une tempête. Au cours d'une de mes gardes de nuit, j'effectuais un diagnostic de routine des systèmes. Il s'agit d'une procédure courante qui révèle rarement quelque chose de grave. À la fin de la liste des équipements, il y a une section « Archives » où sont répertoriés les appareils qui ont été mis hors service depuis longtemps. Ils ne sont pas retirés de leurs ancrages, car cela est arté trop coûteux et trop compliqué. J'ai toujours ignoré cette section, mais cette fois-ci, j'ai décidé de lancer une vérification complète, simplement pour m'assurer qu'il n'y avait pas de fausses erreurs dans les journaux systèmes. La liste était inactive. Des dizaines de balises anciennes avec le statut « hors ligne ». J'étais sur le point de fermer la fenêtre lorsque j'ai remarqué qu'une ligne était différente. En face de l'identifiant Delta 71, il y avait la mention « erreur de requête ». Cela signifiait que le système détectait une réponse résiduelle provenant de l'objet. C'était étrange. Selon la documentation, Delta 71, un capteur acoustique installé en 1972, avait été mis hors service en 1989. Sa source d'alimentation aurait dû être complètement dégradée depuis des décennies. Par simple curiosité technique, j'ai lancé une interrogation forcée de l'objet via un ancien protocole rarement utilisé. Après quelques secondes d'attente, le système a renvoyé une réponse brève. Dispositif actif, réception du paquet de données. J'ai ouvert la console de réception directe. Je m'attendais à voir des déchets système, du bruit aléatoire. Au lieu de cela, une ligne claire, se répétant toutes les 10 secondes, est apparue à l'écran. Elle ne contenait que des chiffres. 2 groupes de chiffres étaient clairement des coordonnées géographiques. Ils étaient suivis d'une courte série de chiffres qui ne correspondaient à aucun protocole de transmission de données connu. J'ai entré les coordonnées dans la carte de navigation. Le point se trouvait à environ 50 km au nord-ouest de ma plateforme, à l'écart des voies de navigation. J'ai vérifié la profondeur dans cette zone sur la carte. 2300 mètres. Ma première pensée a été une défaillance du matériel. Peut-être qu'une des bouées en service était défectueuse et transmettait un signal fantôme que le système avait attribué par erreur à un ancien appareil. J'ai vérifié les 84 bouées actives. Toutes fonctionnaient normalement. Le signal était unique et provenait bien de là, d'un point situé à une profondeur considérable. Il est de ma responsabilité d'enquêter sur toute anomalie susceptible de constituer un danger pour la navigation. Un signal non identifié en pleine mer entrait dans cette catégorie. La station disposait d'un quadricoptère lourd destiné à l'inspection visuelle dans des conditions météorologiques difficiles. J'ai effectué les préparatifs avant le vol et l'ai envoyé aux coordonnées que la vieille bouée continuait de transmettre. Le drone a atteint l'endroit en 20 minutes. La caméra transmettait une image monotone de la surface de l'eau. J'ai commencé à descendre, inspectant attentivement chaque mètre carré. Rien. Pas de débris, pas de conteneurs, pas de déchets. J'étais déjà prêt à admettre qu'il s'agissait d'une erreur technique complexe lorsque j'ai remarqué un point sombre sur l'eau. J'ai dirigé le drone plus bas et j'ai fait la mise au point. Ce n'était pas un point. Un objet dépassait de l'eau, parfaitement vertical. Sa forme ressemblait au sommet du mât d'un vieux navire. Il était de couleur sombre, sans peinture, sans lumière, et s'élevait à environ 10 mètres au-dessus de la surface. Il n'y avait rien autour, ni coque, ni autre partie de la structure. Seul ce pieu solitaire s'enfonçait dans l'eau sombre. Mes deux mains ont agi automatiquement.
j'ai vérifié les indications des instruments du drone. Le module GPS confirmait les coordonnées avec une précision absolue. Le sonar de bord, dirigé verticalement vers le bas, indiquait une profondeur stable de plus de 2 km. Cela contredisait les lois de la physique. J'ai rapproché le drone de l'objet. Lorsque la distance a été réduite à 30 mètres, les instruments du drone ont commencé à enregistrer des interférences. Le compas de bord a cessé de fonctionner, son aiguille sur l'écran a commencé à tourner de manière aléatoire. Le système a émis un avertissement indiquant la présence d'un champ électromagnétique puissant d'origine inconnue. J'ai activé le sonar latéral pour tenter de comprendre ce qui se trouvait sous l'eau. Le sonar a révélé une structure claire et solide, s'enfonçant tout droit vers le fond. Cependant, à une profondeur d'environ 100 mètres, l'image a commencé à se déformer fortement, puis a disparu, comme si quelque chose interférait activement avec le fonctionnement de l'appareil. J'ai immobilisé le drone à une distance sécuritaire et j'ai commencé à suivre une autre procédure. J'ai ouvert les archives de bord de la plateforme et lancé une recherche sur tous les incidents maritimes documentés dans la zone indiquée au cours des 150 dernières années. Je ne cherchais pas quelque chose de précis, mais toute mention d'objets coulés qui auraient théoriquement pu avoir un mât aussi haut. La plupart des enregistrements ne correspondaient pas. Soit la profondeur n'était pas la bonne, soit le type de navire était différent. Cependant, un rapport a attiré mon attention. Il s'agissait d'un document des gardes-côtes datant de novembre 1923 concernant la disparition du navire de recherche britannique Aurora. Il avait disparu à peu près dans cette zone. Le plus important se trouvait dans la description de sa mission. Le navire était équipé d'un équipement expérimental destiné à étudier des champs magnétiques anormalement puissants dans la croûte terrestre sous l'océan. J'ai regardé à nouveau les écrans. L'un d'eux montrait une vidéo du mât dont l'existence était impossible. Sur un autre, les données de mon drone indiquaient une anomalie magnétique extrêmement puissante au même endroit. Sur le troisième, une ligne contenant des données inconnues provenant d'une bouée qui aurait dû être hors service depuis 30 ans, s'actualisait en continu. J'ai recoupé les informations. Une vieille bouée destinée à la surveillance acoustique, un signal non identifié provenant du même endroit, la confirmation visuelle d'un objet ressemblant à un mât centenaire à plus de 2 km de profondeur, et le rapport sur la disparition d'une expédition qui recherchait ici des champs magnétiques anormaux. Les éléments ne s'assemblaient pas pour former un tableau cohérent. Ils le détruisaient complètement. Mon protocole de travail exigeait de classer l'anomalie et de prendre une décision. Cependant, aucune instruction ne décrivait la marche à suivre lorsque les données des instruments contredisaient les lois de la physique. J'ai d'abord créé plusieurs copies de sauvegarde cryptées de toutes les données reçues. Le flux vidéo du drone, les journaux de son magnétomètre et de son sonar, ainsi que l'enregistrement du signal continu de la bouée Delta 71. J'ai agi méthodiquement, presque automatiquement. Cela m'a aidé à ne pas penser à la signification de ce que je voyais. Après avoir laissé le drone en mode stationnaire à une distance sécurisée, hors de la zone d'interférence apparente, je me suis replongé dans la documentation technique. Je devais comprendre comment la bouée avait pu s'activer. Le passeport ne contenait rien d'inhabituel, mais dans l'annexe, j'ai trouvé une ancienne note de service concernant les tests d'un prototype de source d'alimentation. Dans les années 70, les ingénieurs avaient expérimenté un générateur thermoélectrique qui, en théorie, pouvait convertir la différence de température entre les couches d'eau en électricité. Le projet avait été jugé infructueux et instable. La bouée Delta 71 était le seul appareil sur lequel ce module expérimental avait été installé.
La note indiquait que son activation nécessitait un gradient de température anormalement élevé et stable à grande profondeur, une condition pratiquement inexistante dans la nature. Cela n'expliquait rien, mais ajoutait un détail impossible à l'ensemble du tableau, une source d'énergie anormale alimentant une bouée morte qui indique un objet anormal, créant un champ magnétique anormal. La chaîne devenait de plus en plus absurde. Je suis revenu au dossier sur la disparition de l'Aurora. Il contenait des extraits du journal de bord, rédigé avant la dernière escale à Reykjavik. Le professeur Finch, chef de l'expédition, ne parlait pas de mysticisme, mais de science. Il supposait l'existence dans cette région d'une singularité géomagnétique, un point où les lignes de force du champ magnétique terrestre convergent pour une raison inconnue, créant une tension colossale. Son équipement n'était pas seulement destiné à mesurer ce champ, mais aussi à l'exciter. Outre des générateurs, la liste du matériel comprenait plusieurs tonnes de plaques de plomb pour le blindage et une lourde foreuse en eau profonde, avec un noyau en alliage non ferromagnétique. Il ne se préparait Johnny pas seulement à observer, il se préparait à découvrir quelque chose. Une tempête approchait. Le temps se détériorait rapidement et je devais bientôt rappeler le drone. Il ne me restait plus qu'une demi-heure. J'ai décidé de profiter de cette dernière occasion pour collecter des données. La bouée Delta 7.1 était un capteur acoustique. C'était sa fonction principale. Mon drone était également équipé d'un hydrophone, un microphone sous-marin. J'ai de nouveau dirigé l'appareil vers le mât en le descendant le plus près possible de l'eau et j'ai activé l'enregistrement sonore. Au début, je n'entendais que le bruit du vent et le clapotis des vagues dans mes écouteurs. J'ai activé les filtres du logiciel pour éliminer les interférences. C'est alors que je l'ai entendu. Le son venait des profondeurs. Il était très grave, à la limite de l'infrason, et absolument monotone. Ce n'était ni un grondement, ni un grincement. C'était un battement lent, lourd et rythmé. Tom, tom, tom. Comme si, là, à 2 kilomètres de profondeur, un mécanisme géant fonctionnait à un rythme incroyablement lent. Le son était à peine perceptible, mais son rythme ne laissait aucun doute sur son origine artificielle. Il était incompatible avec l'activité géologique ou les cris d'animaux. Je regardais l'audiogramme sur l'écran, des pics réguliers et symétriques dans la gamme des basses fréquences. Le drone est de rester 10 minutes au-dessus du mât, et pendant ces 10 minutes, ce battement profond est resté inchangé. Le vent s'est intensifié, la station a commencé à tanguer sensiblement. Il était temps de ramener le drone. J'ai commencé la procédure de retrait de l'appareil, et au moment où le drone se retournait vers la plateforme, le son a changé. Le pouls rythmique s'est instantanément arrêté. À sa place, le hydrophone a enregistré une seule impulsion basse fréquence, incroyablement puissante et brève. Ce n'était ni un choc, ni une explosion. Cela ressemblait à une secousse, sourde et massive, comme si quelque chose d'énorme avait bougé. Le pic sur l'audiogramme a dépassé la limite, surchargeant le capteur pendant 1 seconde. Puis, le silence s'est installé. Au même moment, quelque chose d'autre s'est produit. J'ai reporté mon attention sur le moniteur qui affichait le signal de la balise. La ligne de données, qui était restée inchangée pendant tout ce temps, s'est mise à bouger. Le dernier groupe de chiffres dans le paquet non identifié a changé. Le nombre qui s'y trouvait avait augmenté d'une unité. J'ai réussi à ramener le drone sur la plateforme quelques minutes avant que la tempête ne nous recouvre complètement. Les vents violents et les fortes chutes de neige ont coupé la communication satellite avec le continent. Je me suis retrouvé seul, complètement isolé. Dans le silence du poste de commandement, seulement troublé par le hurlement du vent derrière le hublot, j'ai regardé les 2 fichiers sur mon écran. L'un
était un enregistrement audio du dernier pic assourdissant. Le second était un journal textuel du signal émis par la balise, où le changement de chiffre avait été enregistré. Le système avait impartialement enregistré l'événement. Je ne savais pas de quel événement il s'agissait, mais je savais avec certitude qu'il s'était produit là, en bas, et qu'il était intentionnel. La tempête m'avait coupé du monde. La plateforme Polar Star 3 était secouée avec une telle violence que ses pieux en acier semblaient sur le point de céder. Le hurlement du vent et le grondement incessant des vagues qui se brisaient contre la structure créaient un fond sonore qui pesait sur le moral. Dans une telle situation, toute communication avec le continent était impossible. J'étais seul face aux données sur mes écrans. J'ai agi en tant que technicien. J'ai relu les enregistrements encore et encore. Un fichier audio avec un battement profond et une secousse assourdissante. Un fichier vidéo avec un mât qui semblait impossible à sortir de l'eau. Les données du magnétomètre. Les images du sonar qui s'interrompaient à une profondeur de 100 mètres. Et, bien sûr, le signal du Delta 7.1. J'ai essayé d'y trouver une erreur, une défaillance, n'importe quoi qui permettrait d'attribuer tout cela à un dysfonctionnement de l'équipement. Mais les données étaient claires. L'équipement fonctionnait parfaitement. Il enregistrait simplement ce qui n'aurait pas dû être là. Quelques heures après cette secousse, j'ai remarqué une nouvelle régularité. Le signal provenant de l'ancienne balise, qui était auparavant stable, a commencé à changer avec une précision inquiétante. Le chiffre à la fin du paquet de données, qui avait augmenté d'une unité après la secousse, continuait maintenant à augmenter. Il augmentait exactement d'une unité toutes les heures, exactement au moment où l'heure changeait sur mon horloge système. Cela ne ressemblait plus à une défaillance. Cela ressemblait à un compteur, lent, inexorable, fonctionnant selon son propre calendrier. En même temps, quelque chose d'autre est apparu dans le flux de données provenant du bruit. Entre la ligne des coordonnées et le compteur, une nouvelle valeur numérique courte s'est insérée. Elle n'avait pas de mention, mais d'après sa plage, elle ne pouvait correspondre qu'à un seul paramètre, la température. Je vérifiais les spécifications du générateur thermoélectrique expérimental de la bouée. Il était équipé d'un capteur intégré pour mesurer le gradient de température. La valeur qu'il transmettait était anormale, plus 11 degrés Celsius. À 2 km de profondeur dans cette zone, la température de l'eau devait être proche de zéro. Cela signifiait qu'il y avait une source de chaleur au fond, tout au fond, et cette source alimentait la bouée inerte. J'ai rouvert les fichiers d'archives de l'Aurora, lisant chaque ligne attentivement. Je cherchais ce qui pouvait expliquer ce compteur et cette chaleur. Dans la liste détaillée de l'équipement personnel du professeur Finch, outre les instruments scientifiques, je trouvais une mention d'un mécanisme de calcul horaire. En fait, un ordinateur mécanique primitif fonctionnant à l'aide de ressorts et d'engrenages. Il y avait également 3 chronomètres marins de haute précision. Finch ne cherchait pas simplement à trouver une anomalie. Il avait l'intention de lancer un processus minutieusement chronométré. Et maintenant, 100 ans plus tard, mes appareils enregistraient précisément cela. Un processus qui se déroulait avec une précision horlogère. La peur n'est pas le mot juste. Ce que je ressentais était plutôt une tension froide et méthodique. Je faisais partie d'une expérience que je ne comprenais pas. J'étais son seul observateur. J'ai décidé de vérifier les capteurs de la plateforme. À la base de nos supports, des thermomètres et des sonars sont également installés pour contrôler l'état de la structure. Les données qu'ils fournissaient étaient généralement parfaitement stables. Cependant, en actualisant les relevés, j'ai constaté une anomalie. La température de l'eau au fond, sous la plateforme, à 50 km de l'anomalie, avait augmenté de 0,2 degrés. C'était une valeur négligeable, dans la marge d'erreur. Mais elle n'avait jamais varié auparavant.
J'ai activé le sonar de fond de la plateforme. Il était beaucoup plus puissant que celui du drone et était destiné à scanner la structure géologique sous les supports. Je l'ai dirigé vers l'anomalie. La majeure partie du signal a été absorbée par l'épaisseur de l'eau, mais après quelques minutes de traitement, j'ai reçu une réponse faible mais claire. Ce n'était pas un son provenant de l'eau, c'était une réverbération sismique. La puissante secousse que j'avais enregistrée quelques heures auparavant avait traversé non seulement l'eau, mais aussi la croûte terrestre. L'anomalie ne se trouvait pas seulement dans l'océan, elle était liée au fond marin. J'ai surveillé les paramètres toute la nuit. Le compteur du signal de la bouée augmentait régulièrement toutes les heures. La température, au fond, à l'endroit de l'anomalie, augmentait lentement, atteignant déjà plus de 12 degrés et demi. La température sous ma plateforme avait augmenté d'un dixième de degré. Le processus déclenché là, dans les profondeurs, étendait lentement son influence. Au matin, la tempête commença à se calmer. Le vent faiblit et, bien que l'océan fût encore agité, la visibilité s'améliora. Les prévisions météorologiques indiquaient que dans quelques heures, une accalmie permettrait de réutiliser le drone. Je devais vérifier ce qui avait changé là-bas après la secousse. J'ai commencé à préparer l'appareil pour le décollage en vérifiant les systèmes. Pendant ce temps, je regardais les images des caméras extérieures de la plateforme, qui avaient été nettoyées de la neige et de la glace. Et sur l'une d'elles, j'ai vu quelque chose qui m'a figé sur place. La caméra numéro 4, orientée vers le sud-ouest, montrait la surface de l'eau à environ 300 mètres de la plateforme. Un petit objet sombre flottait sur les vagues. J'ai agrandi l'image. C'était un morceau de bois, un fragment de quelque chose de courbé, ressemblant à une partie d'un rail ou d'une membrure de navire. Le bois était des noirs, presque carbonisé, et sa forme n'avait là rien à voir avec les débris de navires modernes ou les déchets. Il dérivait directement vers les piliers de ma station. Il n'était pas là avant la tempête. Quelque chose qui se trouvait à 50 km de là était maintenant presque à ma porte. La présence d'un débris physique à proximité de la plateforme changeait tout. Jusqu'à présent, l'anomalie n'était qu'un ensemble de données sur un écran, un point sur une carte à 50 km de moi. Maintenant, elle y était là. Ma première tâche, conformément au protocole, était d'évaluer l'objet afin de déterminer s'il représentait une menace pour la navigation et pour la station elle-même. Je reportai mon vol vers le mât et dirigeai le drone vers le débris. L'appareil s'immobilisa à 1 mètre au-dessus du morceau de bois qui tanguait sur les vagues. La caméra haute résolution transmettait une image claire. Il s'agissait d'un fragment de rambarde de bateau en teck, rendu presque noir et dur comme de la pierre par le temps et l'eau. Le bois était couvert de petites fissures dans lesquelles on pouvait voir des cristaux de sel. Sur le côté, j'ai remarqué un petit élément métallique. J'ai approché la caméra. C'était une plaque en laiton fortement corrodée. La plupart des caractères avaient disparu, mais 3 lettres à la fin du mot étaient encore lisibles. La Aura. En dessous, on pouvait lire l'année, 1921. L'année de construction de l'Aurora. Il n'y avait plus aucun doute. C'était un morceau du navire disparu il y a 100 ans. Mais comment avait-il atterri ici et non près du lieu du naufrage? Et pourquoi n'avait-il refait surface que maintenant? Je n'ai pas tenté de le soulever avec le manipulateur du drone. C'était trop risqué avec une telle houle. Je me suis contenté de recueillir toutes les données possibles. Analyse spectrale du bois, mesure du rayonnement, qui était normal, et j'ai pris des dizaines de photos. J'ai ensuite consigné l'objet dans le journal de bord comme « objet flottant non identifié » et l'ai laissé à la merci du courant. Je devais me rendre à la source. Le drone a parcouru les 50 km dans des conditions météorologiques qui s'amélioraient. Le ciel était encore gris,
mais le vent était tombé. J'ai suivi sans interruption le signal de la bouée Delta 71. Le compteur a augmenté d'une unité pendant que le drone était en route. La température au fond continuait d'augmenter lentement. Lorsque le drone a atteint les coordonnées, j'ai constaté que le mât n'avait pas bougé. Il se dressait toujours immobile, hors de l'eau, défiant toutes les lois de la physique. Cependant, ce qui l'entourait avait changé. La surface de l'eau dans un rayon de plusieurs dizaines de mètres autour du mât scintillait légèrement, comme si un brouillard invisible flottait au-dessus. Cela ressemblait à une mirage au-dessus d'un asphalte brûlant. La caméra thermique du drone confirma mes soupçons. Il y avait un petit point chaud à la surface de l'océan. L'eau y était plusieurs degrés plus chaude que la température ambiante. La source de chaleur au fond était suffisamment intense pour que son effet atteigne la surface à travers 2 km d'eau. J'ai réactivé le sonar. La dernière fois, le signal avait été bloqué à une profondeur de 100 mètres. Je n'avais pas beaucoup d'espoir, mais je devais essayer. Et cette fois, quelque chose de différent s'est produit. Le signal était toujours déformé, mais il passait plus profondément. Le choc que j'avais enregistré avait manifestement changé quelque chose dans l'environnement. Une image a commencé à apparaître à l'écran, intermittente, instable, mais suffisante pour comprendre l'essentiel. Ce n'était pas l'aurora sous l'eau. Le sonar montrait les contours d'une structure gigantesque et symétrique. Elle ne ressemblait pas à un navire. Il s'agissait plutôt d'une sorte de structure en treillis, immense et géométriquement régulière. Elle s'enfonçait sous l'horizon du sonar et s'étendait sur les côtés. Ses dimensions étaient colossales, des dizaines de fois plus grandes que le paquebot disparu. Et le mât de l'Aurora, il ne dépassait pas simplement de cette structure. À en juger par l'image, il en faisait partie intégrante, comme s'il était soudé au centre même de cette machine monstrueuse. C'était comme si le vieux navire n'avait pas coulé, mais avait été absorbé ou assimilé par quelque chose qui se trouvait au fond. Et maintenant, son mât servait d'antenne ou de mât de hune à cette structure sous-marine. J'essayais de comprendre ce que je voyais. Ce n'était pas un lieu de naufrage, c'était une construction, et elle fonctionnait. La chaleur, le champ magnétique et le compteur rythmique en témoignaient. Alors que je regardais, paralysé, l'image vacillante du sonar, l'horloge système de mon écran indiqua 21 heures. À la même seconde, le chiffre sur le signal de la balise a changé. Le compteur s'est actualisé. Et cette fois, l'actualisation s'est accompagnée d'un événement. Au moment où le chiffre a changé, l'image du sonar à l'écran s'est brusquement déformée, recouverte d'interférences. Les capteurs du drone ont enregistré une brève mais extrêmement puissante décharge d'énergie. Une impulsion magnétique et acoustique similaire à cette secousse, mais moins forte. Et presque au même moment, la lumière a clignoté sur ma plateforme. L'éclairage du poste de commandement s'est éteint pendant une fraction de seconde, puis s'est rallumé. L'alarme sonore s'est déclenchée et s'est immédiatement arrêtée. J'ai regardé le panneau du système d'alimentation électrique. Le journal indiquait une panne du réseau d'alimentation principal due à une impulsion électromagnétique externe. Le générateur diesel de secours s'est mis en marche et a fonctionné pendant 0,7 de seconde avant que le système principal ne se stabilise. J'étais assis dans un silence absolu. Le rayonnement énergétique provenant d'un objet situé à 51 km de moi était suffisamment puissant pour affecter le réseau électrique de ma plateforme. Je n'étais plus un simple observateur. Je me trouvais dans la zone d'impact direct. J'ai noté dans le journal de bord 21h00. Le signal de la bouée a été actualisé. Compteur 23. Une décharge d'énergie provoquant une panne du réseau électrique principal de la plateforme a été enregistrée. Distance jusqu'à l'objet 51 km. L'impact est direct. La panne du réseau électrique de la plateforme
marquait le moment où l'observation se transformait en survie. Ce n'était plus une anomalie à 50 km, c'était une menace directe. Dans de tels cas, mon protocole était clair. Envoyer immédiatement un signal de détresse en précisant la nature de la menace. Impact électromagnétique externe de nature inconnue. J'ai tenté d'envoyer un message d'urgence via le canal satellite de secours, sans succès. Les perturbations atmosphériques après la tempête étaient encore trop fortes. J'étais toujours seul. Ma prochaine étape devait être de mettre la station en mode veille pour la protéger contre d'autres impulsions. Je devais déconnecter tout l'équipement secondaire et basculer les systèmes de survie sur des batteries isolées. Cependant, je ne pouvais pas. Je devais comprendre le mécanisme. La prochaine décharge d'énergie devait se produire à 22 heures précises. Il me restait un peu moins d'1 heure. J'ai ramené le drone à la distance maximale de sécurité en laissant sa caméra pointée vers un point lointain et à peine discernable avec le mât. J'ai concentré tous les systèmes de surveillance sur ce secteur. J'ai affiché 4 fenêtres sur l'écran principal. Le flux vidéo du drone, le signal de la bouée, Delta 7.1, les données du magnétomètre du drone et les diagnostics du système d'alimentation de ma plateforme. J'attendais. C'était comme observer un phénomène naturel inévitable, tel qu'une éruption volcanique. Seulement, ce phénomène était intelligent, et il fonctionnait comme une horloge. Les minutes s'écoulaient, mais péniblement. Selon la balise, la température au fond s'était stabilisée à plus 15 degrés. À 21h59, j'ai retenu mon souffle. L'horloge du système indiquait 22 heures. À la même seconde, le compteur du signal de la bouée s'est actualisé et une nouvelle éruption s'est produite. Elle était incomparablement plus puissante que les précédentes. Sur la vidéo prise par le drone, j'ai eu le temps de remarquer un halo de lumière bleue qui a brillé pendant une fraction de seconde au-dessus du mât, comme lors d'une décharge coronaire. Puis, l'image a disparu. La connexion avec le drone a été perdue. Tous ces systèmes ont été brûlés par une puissante impulsion électromagnétique. J'ai été aveuglé. Au même moment, tout s'est éteint sur la plateforme. Pas un clignotement, mais une extinction totale. L'éclairage principal et de secours, tous les écrans, tous les systèmes. Pendant quelques longues secondes, je fus plongé dans une obscurité et un silence absolu, seulement troublé par le grondement lointain de l'océan. Puis le dernier système d'alimentation de secours, le plus profond, se déclencha. Une faible lumière rouge s'alluma. Plusieurs alarmes retentirent. La plateforme était hors tension. Il s'écoula environ 1 minute avant que les principaux systèmes ne recommencent lentement à se réinitialiser. J'ai agi de manière automatique, vérifiant les rapports de dommages. Le distributeur principal d'énergie était hors service. Plusieurs systèmes de navigation avaient brûlé. Mais dans l'ensemble, la structure avait résisté. J'ai d'abord vérifié la ligne de communication avec la balise Delta 7.1. Sa conception rudimentaire, dépourvue de microélectronique complexe, avait résisté à l'impulsion. Elle transmettait toujours un signal. Cependant, les données étaient assez différentes. Le signal avait complètement changé. Les coordonnées avaient disparu. Le compteur avait disparu. Les dés relevés de température avaient disparu. À la place de ce court paquet de données, il y avait maintenant une séquence continue, dense et très complexe de lettres et de chiffres. Ce n'était pas une panne du système ou du bruit. C'était une transmission structurée, comme si le cycle de préchauffage et de calibrage de 24 heures était terminé. Le bouc coup de pouce était l'activation. Les impulsions horaires étaient une source d'énergie. Et maintenant, le mécanisme était passé en mode de fonctionnement. Il avait commencé à transmettre. Je ne sais pas de quel type de transmission il s'agit, ni à qui elle a été destinée. Le signal est trop complexe pour être décrypté avec mes moyens. Il était continu et très rapide. J'ai perdu la vue, mon drone, mais j'ai gagné l'ouïe.
La vieille bouée est devenue un réémetteur pour ce mécanisme sous-marin. Ma plateforme est le récepteur. La communication avec le continent n'a toujours pas été rétablie. Les dommages extérieurs de la station ne sont pas critiques, mais de nombreux systèmes nécessitent des réparations que je ne peux effectuer seul. La bouée Delta 71 poursuit sa transmission. Je ne sais pas de quel signal il s'agit. Je ne sais pas ce qu'il signifie ni à qui il est destiné. Ma seule tâche consiste désormais à l'archiver méthodiquement. Chaque seconde, chaque octet. Je suis devenu le gardien de cette transmission. Et j'ai peur d'imaginer ce qui se passerait si quelqu'un à l'autre bout décidait de répondre.